Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 13 juin. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken invite la Tunisie à accepter un plan de réforme du FMI afin d'éviter de sombrer économiquement. Crise au Soudan, les dirigeants de l'IGAD prévoient des face-à-face avec les belligérants, les exhortant à mettre fin aux hostilités et à donner une chance au dialogue. Dans le conflit russo-ukrainien, Moscou annonce la capture sur le front de chars et de blindés fournis à Kiev par les Occidentaux, alors que le directeur général de l'AIEA annonce se rendre sur le site de la centrale de Zaporizhzhia. Dans l'actualité également, le président palestinien Mahmoud Abbas est à Pékin. Il doit aborder avec son homologue chinois Xi Jinping les récents développements sur le territoire palestinien. Bonjour à tous et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a entamé ce mardi une visite d'État de 3 jours en Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine, une visite qui a pour ambition de développer les relations bilatérales. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité aussi, l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2024-2025 a été célébrée hier à Alger lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, un événement lors duquel le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf est notamment revenu sur le rôle joué par le président algérien dans la promotion de l'Algérie sur la scène internationale. Je tiens à féliciter le président de la République, architecte de la politique étrangère de notre pays et le premier responsable de son exécution. En particulier, je loue aussi sa grande attention accordée à ce dossier dans ses différents registres et dans ses moindres détails, mais aussi à travers toutes ces étapes qui ont consacré l'habilitation de l'Algérie dans la réalisation des ambitions légitimes et d'autres objectifs sincères. Attaf a également affirmé que l'Algérie œuvrerait avec l'ensemble des pays membres à contribuer à promouvoir et à concrétiser les objectifs de paix et de sécurité dans le monde. Qu'il s'agit de guerre avec son lot de séquelles et de malheurs ou qu'il s'agit du fléau du terrorisme et du crime organisé sous toutes ses formes et au risque des changements climatiques et les catastrophes naturelles, l'Algérie s'engage à œuvrer au sein du Conseil de sécurité à encourager l'adoption d'approches globales et participatives afin de contribuer à la résolution des causes profondes de ces défis avec la prise en charge de leurs séquelles et préjudices dans les pays émergents. Et les priorités du prochain mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité ont été par ailleurs évoquées lors d'un entretien téléphonique entre Ahmed Attaf et son homologue belge Hadja Lahbib, qui l'a félicité pour l'élection de l'Algérie en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période, je vous le rappelle, 2024-2025. Les deux ministres ont aussi échangé les vues sur plusieurs questions d'intérêt commun. Je vous en parlais en titre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a invité la Tunisie à accepter un plan de réforme du FMI afin d'éviter de sombrer économiquement. C'était lors d'une conférence de presse avec le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, dont les locaux du département d'État à Washington. Blinken a estimé toutefois qu'il s'agissait d'une décision souveraine. Nous serions très heureux que le gouvernement tunisien présente un plan de réforme révisé au FMI.
et que le FMI puisse agir sur le plan présenté. Mais ce sont des décisions souveraines. C'est une décision souveraine pour la Tunisie. Ce n'est pas une décision pour nous ou à n'importe qui d'autre de le faire. Mais il est clair que la Tunisie a besoin d'une aide supplémentaire pour éviter une crise économique. Le chef de la diplomatie américaine a, dans ce même contexte, affirmé qu'il souhaitait que la Tunisie présente un plan de réforme révisé au Fonds monétaire international, estimant qu'il était clair que le pays avait besoin d'une aide supplémentaire. What the EU and Italy have done, I think, is an important step. Ce que l'Union européenne et l'Italie ont fait, je pense, c'est une étape importante, mais quelque chose de plus complet que, à notre avis, ce que le FMI peut fournir serait important pour aider réellement la Tunisie à s'engager sur une voie durable et positive. Nous serions tout à fait d'accord pour trouver une voie à suivre, parce que c'est important pour la Tunisie, important pour la région, c'est important pour l'Europe. Et nous avons aussi un enjeu dans le succès de la Tunisie. Nous voulons voir la Tunisie réussir. Je vous en parlais également en titre. La crise au Soudan a dominé les débats de la 14e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD à Djibouti. Le bloc régional de l'Afrique de l'Est entend mener une médiation impliquant des face-à-face avec les belligérants dans le but de déboucher sur une solution durable de ce conflit qui fait chaque jour plus de victimes. L'IGAD appelle toutes les parties prenantes à mettre fin aux hostilités et à donner une chance au dialogue. Naïla Hamouda. Paix, sécurité et développement sont les principaux sujets débattus lors des travaux de la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, qui se sont ouverts lundi à Djibouti. La situation au Soudan se taille la part du lion. Préoccupé par les violences dans la région, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Wokner Gebeyehu, a lancé un appel à la paix aux deux parties au conflit et à résoudre la situation par le dialogue. Ce dernier offrait une opportunité d'empêcher de nouvelles pertes de vies humaines et de permettre l'évacuation en toute sécurité des civils qui souhaitent échapper au combat. Pour les participants du sommet, la reprise des combats à Khartoum et dans d'autres parties du pays est très décourageante. Après l'échec de plusieurs cessez-le-feu, le Kenya va tenter d'organiser un face-à-face entre les protagonistes pour trouver une solution durable au conflit qui secoue le pays depuis 2 mois. Ce processus d'un dialogue national inclusif débutera dans les 3 prochaines semaines. Le président Ruto a déclaré qu'un corridor humanitaire sera mis en place dans une quinzaine de jours pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. De son côté, Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine qui était aussi présent, a exprimé ses inquiétudes sur les conséquences d'un conflit qui s'éterniserait. Il a appelé à une réponse coordonnée des 2 organisations. À retenir également, l'Érythrée a réintégré l'IGAD, le bloc régional d'Afrique de l'Est. Après 16 ans, après s'en être retiré, le pays avait suspendu son adhésion en 2007 à la suite d'une série de désaccords. Et l'Afrique ne peut pas rester silencieuse face au conflit en Ukraine. C'est ce qu'a estimé le président congolais Denis Sassou Nguesso en marge d'une visite d'État en Côte d'Ivoire. Et ce, à quelques jours seulement d'une médiation de plusieurs chefs d'État du continent à Kiev et Moscou. Mohamed Wali Ben Chaban. Le conflit russo-ukrainien fait tant de mal à l'Afrique. De nombreux pays du continent payent le prix fort. L'inflation et la crise alimentaire pourraient conduire des troubles sociaux majeurs. Depuis Abidjan, en marge d'une visite d'État en Côte d'Ivoire, le président congolais a estimé que l'Afrique ne peut pas rester silencieuse face à cette crise. Des géants, nous subissons tous les effets de ces guerres-là directement, nos peuples. L'inflation gronde partout et nous pensons que face à un tel drame, l'Afrique ne pourrait pas rester silencieuse ou indifférente.
Plusieurs chefs d'État africains s'apprêtent à se rendre en Russie et en Ukraine vendredi et samedi prochain, porteurs d'un message de paix aux deux pays qui sont en guerre depuis plus d'1 an. Il a été convenu que quelques chefs d'État, en réalité un chef d'État par sous-région d'Afrique centrale, plus le président en exercice de l'Union africaine, quelques 5-6 chefs d'État pourraient se rendre en Ukraine et en Russie pour porter un message de paix, tout au moins d'apaisement. Dans un contexte économique complexe suivi de réduction du financement de la coopération commerciale mondiale, les Africains doivent faire face aux menaces et différents risques indirects qui pèsent sur leurs économies, leur système énergétique et alimentaire. Et l'Afrique subit justement de plein fouet les conséquences du conflit russo-ukrainien qui a engendré une crise céréalière. À ce sujet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit inquiet pour l'accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes, assurant travailler dur pour sa prolongation au-delà du 18 juillet. Je suis inquiet et nous travaillons dur pour nous assurer qu'il sera possible de maintenir l'initiative de la mer Noire et en même temps que nous pourrons continuer dans notre travail pour faciliter les exportations russes. Nous ferons notre rapport en suivant strictement les normes qui ont été établies dans la résolution pour l'élaboration des rapports. Pendant ce temps, le conflit russo-ukrainien s'éternise avec des pertes humaines et matérielles de part et d'autre. L'armée russe a annoncé avoir capturé pour la première fois sur le front des chars de fabrication allemande Léopard et des blindés de fabrication américaine Bradley, fournis à Kiev par les Occidentaux pour sa contre-offensive. Cette annonce intervient dans un contexte de violents combats, notamment aux frontières sud de l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte d'affrontement que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a annoncé se rendre sur le site de la centrale de Zaporizhzhia. Il prévoit notamment de présenter un programme d'assistance à la suite de l'inondation catastrophique du barrage de Kakhovka. Je vous le disais également en titre, le président palestinien Mahmoud Abbas est arrivé ce mardi à Pékin, entamant sa 5e visite officielle en Chine. Le président Abbas devrait notamment rencontrer son homologue chinois Xi Jinping. Les deux hommes doivent échanger leur point de vue sur les récents développements sur le territoire palestinien, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'Iran et le Venezuela veulent booster le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars contre 3 milliards auparavant, un objectif dévoilé par le président iranien Ebrahim Raisi lors d'une visite à Caracas. ما سطح روابط اقتصادیمون در Le niveau de coopération économique était de 600 milliards de dollars il y a 2 ans, mais aujourd'hui, cela a porté la coopération commerciale et économique à plus de 3 milliards de dollars. L'objectif que nous avons pour la coopération commerciale et économique, la première étape est de porter le niveau de coopération à 10 milliards de dollars et la prochaine étape, nous voulons le porter à 20 milliards de dollars. Hemos firmado 25 acuerdos en esta visita histórica del presidente Raisi. Nous avons signé 25 accords lors de cette visite historique du président Raisi. Nous devons profiter de cette visite historique pour conclure des négociations pour de nouveaux projets, de nouveaux accords, de nouveaux investissements dans tous les domaines, du pétrole, de la pétrochimie, du raffinage,
du gaz, des mines, de l'or, du fer, de l'apoxite, de la connexion. Nous signerons un accord pour mettre en place une compagnie maritime commune Iran-Venezuela qui nous permettra d'élever le commerce au niveau que le président Raisi vient de souligner pour le faire passer de 3,3 milliards à 10 milliards de dollars, puis à 20 milliards de dollars. Y luego a 20.000 millones de dólares. Et sur ce, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.